Bienvenue dans ce nouveau décryptage du mois qui porte aujourd'hui sur le thème du mix électrique renouvelable. Suite à la présentation, nous pourrons poser vos questions. Donc, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Donc, vous pouvez les poser tout au long de la présentation et on les reprendra dans l'ordre à la fin. Donc, je laisse la parole à Jean-Luc Saublet, notre directeur régional délégué. Bonjour à tous. Juste une petite introduction avant de laisser Bertrand Cordonnier, notre spécialiste de la question, vous présenter les travaux. Juste pour rappeler que l'ADEME travaille depuis 2013 sur des scénarios prospectifs. C'était les visions d'abord 2030-2050 qui parlaient à ce moment-là de l'ensemble des domaines de consommation. Et puis, il y a eu deux études spécifiques sur les modèles électriques, avec une étude en 2015 qui était sur la possibilité d'un mix 100% renouvelable. Et ça avait fait quand même avancer ce dossier, puisqu'on avait pu montrer qu'avec un certain nombre de points mis en avant, c'était faisable. Et puis, une comparaison de différents scénarios avec une approche économique. Alors, on est bien d'accord, dès qu'on travaille sur un scénario, ce n'est pas des engagements politiques, c'est juste des éléments factuels. Et là, sur cette étude-là, c'était 6 ou même 8 scénarios d'ailleurs qui pouvaient éclairer les choix des politiques. Et comme dans ce type d'exercice, il faut être un peu clivant, on était sur des positions qui pouvaient être des fois un peu décoiffantes. Le but là de ce webinaire, c'est de se poser la question, le mix électrique 100% renouvelable, est-ce que c'est faisable au niveau régional et quels enjeux ça provoque et quelles questions au préalable il faut se poser. Donc là, Bertrand, et je l'en profite pour le remercier parce qu'il y a eu un gros travail pour régionaliser toutes ces études nationales. Et puis, juste pour finir, rappeler quand même que sur le développement des énergies électriques renouvelables, l'ADEME et la région ont mis en place différentes actions. Alors, à la volée, la mission Étincelle, qui accompagne tous les projets de développement d'ENR participatifs et citoyens. L'écosystème, la collaboration avec l'écosystème régional, surtout autour des SEM ENR portés par les syndicats d'énergie, qui peuvent développer des projets. Et puis enfin, et pour faire un petit peu de prospective à plus court terme, on va lancer prochainement au niveau national, mais on espère avoir des réponses au niveau régional, bien sûr, le recrutement d'animateurs pour accompagner les collectivités, principalement dans leurs projets éoliens et photovoltaïques. Mais on aura l'occasion de revenir vers vous pour vous expliquer les conditions de ce développement. Donc, je passe la parole à Bertrand en le remerciant pour la qualité du travail qu'il va vous présenter. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Merci d'être connectés pour ce webinaire. Donc Bertrand Cordonnier de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je m'occupe de tout ce qui est système électrique renouvelable et carburant alternatif à l'ADEME. Une petite introduction sur ce webinaire. Alors, pourquoi parler d'un mix 100% électrique renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté et en France? Alors, le hasard a voulu qu'on ait fêté il y a quelques jours les 10 ans de Fukushima, mais il n'y a pas de lien direct avec ça ou d'opportunisme. C'est vraiment un hasard du calendrier. Notre but, c'est vraiment d'essayer d'expliquer cette possibilité, cette nouvelle voie pour notre système électrique, mais en essayant vraiment de ne pas donner une vision imposée ou de prédire l'avenir, prédire ce qui va se passer plus tard. Le but, c'est vraiment d'essayer d'informer au mieux, comme l'a dit Jean-Luc, et éventuellement bousculer un peu certaines idées reçues sur la faisabilité d'un futur mix électrique principalement renouvelable, de ne pas sous-estimer les conditions nécessaires à sa réalisation, les freins et tout ce qui va pouvoir rendre difficile éventuellement ces scénarios. Mais voilà, toujours dans un esprit de se dire on va travailler aux solutions, on va regarder les solutions plutôt que toujours rabâcher les mêmes problèmes ou les mêmes problématiques en se disant qu'il n'y a pas d'issue. Le but est plutôt d'informer sur les solutions possibles et à voir comment on pourra les mettre en place progressivement. Ce qui est important aussi, c'est que ces scénarios et ces perspectives
respecte évidemment les enjeux climatiques. Par contre, dès qu'on parle de système électrique, en tout cas en France, on est bien conscient qu'on a aujourd'hui un mix électrique pleinement ou pas loin décarboné, et que l'enjeu au niveau de climatique, en France en tout cas, n'est pas tant de développer les énergies renouvelables ou le nucléaire. Hein. Dans les deux cas, on a un mix qui est fortement décarboné et qui va dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le but est plutôt de dire, bon, cette vision est un peu restrictive. En allant plus loin, en regardant d'autres perspectives, est-ce qu'on ne peut pas aller sur un modèle qui serait plus sûr, plus indépendant sur les combustibles, plus efficace et surtout avec une plus-value qui sera peut-être mieux répartie sur les territoires et au niveau de différents acteurs. Comme l'a dit Jean-Luc, hein, le travail s'est reposé principalement sur des études qu'a fait il y a quelques années l'ADEME, que je vous invite à aller voir. J'ai mis les liens à chaque fois. D'une manière générale, dans le document, hein, je m'appuyais beaucoup sur pas mal d'études, alors de l'ADEME et d'autres, où j'ai essayé toujours de mettre le lien. Parce que sur le webinaire, là, on va passer très vite finalement, tout un tas de données, de choses. Ça va être peut-être un peu trop rapide, un peu trop frustrant peut-être à certains moments. Le but est vraiment de balayer cette thématique-là globalement. Par contre, pour le détail, le but sera de le voir plus tard ou alors d'aller voir ces études-là plus en profondeur. Donc un sommaire, on va commencer par les consommations et les productions renouvelables actuellement et avec un horizon de 100% renouvelable. Et un deuxième point extrêmement important de comment équilibrer un système renouvelable. Et enfin, un dernier point sur les vigilances, les problématiques liées à ce système. On laissera un temps pour les échanges à la fin. Pour autant, on n'aura peut-être pas le temps de prendre toutes les questions. Donc, on vous enverra un petit questionnaire et on le mettra en ligne pour que s'il y a des remarques, d'autres questions, vous puissiez les poser en ligne. Là, on commence directement dans le vif sur les consommations électriques actuelles et sur 2050. Donc, sur les sources, hein, il y a pas mal de sources de données, hein, donc de RTE, énormément de choses délivrées par le gestionnaire de réseau de transport, les statistiques du ministère. Et au niveau régional, à noter qu'il y a l'Observatoire Air, Énergie, Climat, qui a énormément de données également qui sont disponibles sur Internet, sur la plateforme opter.org. Donc pour cadrer un petit peu hein, les consommations énergétiques au niveau français en 2019, déjà on voit que la première consommation en énergie finale sont bien les produits pétroliers, principalement pour le transport, vient ensuite l'électricité et le gaz naturel. Si on raisonne en énergie primaire, hein, donc si on prend en compte finalement les rendements de production par rapport à ces énergies, là on s'aperçoit par contre que l'électricité est la première énergie consommée, mais avec énormément de pertes liées au mode de production. Sur la région, on retrouve les produits pétroliers également en première place. Par contre, on a l'électricité et le gaz hein, qui sont à peu près similaires. Ça vient a priori du fait qu'on a une région relativement industrielle et assez peu peuplée, et donc la consommation industrielle avec le gaz naturel est peut-être plus importante qu'au niveau national. Sur l'évolution des consommations électriques, on note une évolution, une augmentation hein, dans les années 2000 et avant, notamment du fait de l'évolution de l'informatique, et à partir des années 2010, une stabilité des consommations, que ce soit en France ou en région. Voilà, une consommation très constante finalement sur la dernière décennie. Si on va un peu plus loin pour comprendre ces consommations électriques, on s'aperçoit que le premier secteur de consommation, c'est le résidentiel, autant en France qu'en région, avec 36% au niveau national. Et ensuite vient le tertiaire et l'industrie et les entreprises. Au niveau régional, on retrouve toujours cette petite spécificité d'avoir un peu plus de consommation du côté des industries et des entreprises. Si on approfondit encore un petit peu sur le résidentiel, la principale consommation, c'est le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour la moitié des consommations électriques du résidentiel, on est sur ces deux thématiques-là. Sur le tertiaire, on retrouve le chauffage aussi, qui est un point assez important. Et le premier poste étant l'usage spécifique, donc qui recouvre principalement les usages informatiques. Au niveau des industries et des entreprises, on voit que sur ce secteur-là, la moitié, c'est à peu près réparti entre les différentes entreprises de la région et l'autre moitié par rapport aux industriels. À noter que dans les statistiques, souvent, on appelle industriels les industries qui se raccordent directement au réseau de transport. C'est pour ça qu'on retrouve notamment le transport ferroviaire, hein, qui n'est pas forcément une industrie, mais qui va chercher l'électricité directement au niveau de transport, donc dans les statistiques qui est à ce niveau-là. Sinon, dans les domaines industriels, en région, on voit que les deux domaines, hein, chimie et sidérurgie, sont les plus gros consommateurs en termes électriques, évidemment.
Donc, pour récapituler un peu toutes ces consommations, un petit camembert hein, pour avoir la même échelle finalement, sans rentrer dans le détail hein, de tout ce qu'on a vu, on voit qu'on a une consommation quand même qui est répartie hein, entre les différents secteurs, entre les différents domaines. On n'a pas forcément un bout du camembert qui est ultra majoritaire. Hein, le plus grosse part sur autre entreprise finalement regroupe la consommation électrique de toutes les entreprises hein, de la région. Donc, c'est plutôt cohérent d'avoir une part un peu plus importante, mais répartie sur un nombre de consommateurs. On voit par contre que finalement le domaine premier consommateur, c'est le chauffage, puisqu'on a 13% au niveau du résidentiel et 10% au niveau du tertiaire. Donc on a pas loin d'un quart des consommations électriques de la région qui viennent du chauffage. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution de ces consommations, si on va vers un mix 100% renouvelable. Donc, pour regarder ça, hein, on a repris différentes études, donc les scénarios ADEME, le scénario Négawatt, qui est relativement bien connu, hein, que vous retrouvez en détail sur Internet, et un scénario RTE qui est sorti récemment. Donc, ce qui est intéressant de voir, alors ces scénarios ne reprennent pas une vision arrêtée hein, des choses, une vision vers laquelle il faut absolument tendre. Hein. C'est plutôt des hypothèses qui sont prises en fonction des scénarios et on regarde, voilà, en fonction des hypothèses prises, quelle évolution de consommation et quelle production derrière il faudra mettre. Donc, on voit que le scénario négawatt, c'est pour le coup un peu sa raison d'être hein, en termes de sobriété, de maîtrise des consommations. On voit que l'évolution des consommations sont fortement à la baisse. Le deuxième scénario, appelé ADEME 2050, mise aussi sur une réduction des consommations, mais qui est moindre. Le troisième, RTE nouveau mix, alors est un scénario d'RTE un peu plus ancien, mais qui avait été repris dans l'étude ADEME de 2015. Donc, je l'ai repris comme ça, il y a une cohérence sur les données et qui montre une relative stabilité des consommations d'ici 2050. Et enfin, le scénario RTE 2050, qui est intéressant parce qu'il reprend la stratégie nationale bas carbone et la PPE, qui a un horizon 2035 et en la projetant sur 2050, et on voit une augmentation des consommations dans ce scénario. Donc, en regardant un peu plus spécifiquement par secteur, on voit évidemment des grandes différences entre les scénarios. Donc, sur ces graphiques, hein, la première barre en bleu, c'est la consommation actuelle. Hein, RTE 2019, c'est notre consommation actuelle et donc l'évolution par secteur dans les scénarios. Donc, je vais les reprendre un par un en allant un petit peu plus dans le détail des enjeux. Donc, sur le résidentiel tertiaire, comme on l'a vu un petit peu dans le bilan, hein, on a un très fort enjeu sur les modes de chauffage, avec plusieurs problématiques. Déjà, l'importance de la rénovation par rapport au logement neuf. Donc, évidemment, le but n'est pas de faire des logements neufs énergivores. Voilà, c'est évidemment de développer des logements neufs efficaces et renouvelables. Pour autant, on sait que d'ici 2050, hein, la grande partie des consommations au niveau résidentiel, c'est sur l'ancien. Donc, la rénovation du bâti existant est vraiment primordiale. Et ensuite, si on veut aller vers un développement finalement du chauffage électrique, on a 3 conditions indispensables. Donc, j'ai repris ces éléments d'une étude récente qui a été sortie par l'ADEME et RTE sur le développement du chauffage électrique et qui est extrêmement intéressante. Alors, même si les conclusions sont des fois un peu simplistes ou hâtives, hein, quand on reprend juste les grands éléments, mais quand on regarde en détail cette étude, elle est très intéressante. Et elle montre que pour avoir une viabilité finalement du développement en partie du chauffage électrique, il est indispensable de jouer sur la diminution des consommations d'énergie avec la rénovation des bâtiments, de développer la chaleur renouvelable quand c'est possible, c'est-à-dire d'avoir une vraie complémentarité entre la chaleur renouvelable, biomasse, biogaz et réseaux de chaleur renouvelables avec le chauffage électrique. Et quand on met du chauffage électrique, on est sur un chauffage électrique efficace, donc avec des pompes à chaleur performantes, et on oublie les radiateurs électriques directs hein, par effet Joule derrière. Un petit graphique issu de cette étude qui illustre un petit peu ça. Donc à gauche, vous avez l'évolution de la consommation électrique et à droite, l'évolution de la pointe, hein, de la demande en puissance par rapport à l'électricité. On voit que le premier point, c'est si on respecte toutes les conditions hein, que j'ai dit dans la diapo précédente. Si on arrive à ça, même avec un développement du chauffage électrique, on arrive à diminuer nos consommations électriques de manière assez importante et diminuer la pointe hivernale également. Par contre, il suffit de ne pas respecter une des conditions et tout de suite on a un impact qui est négatif tant sur la consommation et que sur la pointe. Et évidemment, plus on cumule les déficiences, on va dire, hein, du chauffage électrique direct, une rénovation du bâti qui ne serait pas au niveau, là on arrive à des impacts extrêmement importants sur le réseau électrique et sa consommation.
Les autres enjeux sur le résidentiel et le tertiaire, une augmentation prévisionnelle des consommations liées à la climatisation et au refroidissement dans tous les scénarios avec des étés plus chauds, donc une augmentation de ces consommations notamment dans le tertiaire, des usages électriques de plus en plus importants, récréatifs et autres, mais avec une amélioration des performances des équipements qui individuellement consomment moins, mais on en a de plus en plus. Donc finalement, en fonction des scénarios et en fonction surtout de la sobriété dans les usages qu'on veut donner, on a une consommation assez constante, voire une diminution si on arrive à avoir une sobriété dans les usages. Concernant l'industrie, c'est plus difficile à anticiper parce que ça va dépendre évidemment de l'évolution de la production industrielle qu'on aura en France et en région en 2050. Donc les scénarios prennent différentes hypothèses, un maintien ou une augmentation de l'activité industrielle et une électrification plus ou moins poussée des process, avec soit une électrification quasi générale, ou alors on va rechercher les meilleurs rendements énergétiques, dans quel cas dans certains cas, une pompe à chaleur peut avoir un très bon rendement, même en énergie primaire. Dans d'autres cas, on restera sur un combustible direct, comme le gaz, en misant sur le biométhane pour rester sur un scénario complètement renouvelable. En fin de transport, dans tous les scénarios, on a une forte augmentation des consommations électriques dans le transport, avec une augmentation des véhicules électriques, batteries et hydrogène, un recours au train plus important. Pour autant, on a dans les différents scénarios une différence assez importante dans cette augmentation entre, encore une fois, une généralisation quasi totale de l'électrification des transports, ou alors la recherche d'un mix complémentaire avec d'autres carburants renouvelables. Encore une fois, le niveau de sobriété dans les déplacements, et notamment l'usage de la voiture individuelle, reste primordial en termes de consommation. Donc voilà pour les consommations d'électricité. Si on regarde maintenant les productions renouvelables, donc les productions électriques en France sur 2019, donc j'ai pris l'année 2019, on a des statistiques un peu plus récentes sur 2020, mais 2020 est une année un peu tronquée, en tout cas sur les consommations, plutôt favorable sur la production renouvelable. Donc voilà, 2019 est au moins une année peut-être un peu plus parlante. Donc sans surprise sur la production électrique, en France, le nucléaire est largement majoritaire, le fioul et le charbon est extrêmement minoritaire et amené à disparaître très rapidement, une partie de gaz qui existe et à peu près 20% d'énergie renouvelable, principalement de l'hydraulique. J'ai laissé également les imports d'électricité, à bien noter que ce sont les imports bruts, c'est-à-dire que je n'ai pas retranché les exports d'électricité, on exporte plus qu'on importe. Là, on a uniquement les imports, donc l'électricité qu'on a importée et qu'on a consommée. Sur la région, c'est un petit peu moins parlant parce qu'on n'a pas de grosses centrales de production, donc on importe plus de 80% de notre électricité, principalement du Grand Est, une petite partie de gaz et donc une bonne partie, une partie d'énergie renouvelable, dont l'éolien est majoritaire. Donc justement sur ces productions renouvelables, d'électricité renouvelable en région, plus de 50% donc provient de l'éolien avec 1800 gigawattheures, ce qui correspond à peu près à 350 éoliennes implantées en région. Le photovoltaïque, 350 gigawattheures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette production, on a 50% qui sont faites par 10 parcs au sol, le reste correspondant à peu près à 150 000 m² de toiture, voilà, avec un ratio un peu arbitraire. Mais on voit que le potentiel de développement du photovoltaïque avec les parcs au sol est extrêmement intéressant. Les centralisées hydrauliques pour 900 gigawattheures avec 225 sites sur la région, sachant que le barrage de Vouglan fait pas loin d'un tiers de la production et la moitié de la puissance installée. Et enfin, les bioénergies, ce qu'on a appelé bioénergie, même si le terme est assez mal choisi, qui correspond à une centrale biomasse, 50 installations de méthanisation, donc plutôt de petite taille, 6 centres d'enfouissement où on va récupérer les gaz pour produire l'électricité, et 6 incinérateurs ou unités de valorisation énergétique où on récupère également la vapeur des fours pour créer de l'électricité. Donc, si on se projette sur ces productions à l'avenir, donc j'ai repris à peu près les mêmes scénarios que précédemment, en ajoutant un nouveau du CIRED qui apporte encore une autre analyse. Je vais pas les détailler là, on a clairement pas le temps. Juste une diapo qui résume un petit peu ce mix dans ces différents scénarios pour voir que la production hydraulique est relativement à la fois constante et similaire dans différents scénarios. Un peu plus, un peu moins en fonction de la disponibilité en eau à certains moments de l'année, en tout cas en fonction de l'évolution, l'augmentation du nombre de sites, mais on sait que la marge est assez réduite. Donc voilà, une constante sur l'hydraulique. Et l'autre élément dans tous les scénarios, c'est qu'on a une production ultra majoritaire faite par l'éolien et le photovoltaïque, clairement dans tous les scénarios, avec par contre des différences entre la répartition entre l'éolien en mer et l'éolien terrestre.
et une autre différence entre la répartition entre l'éolien et le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on voit que le scénario ADEME, par exemple, mise relativement peu sur l'éolien en mer, donc beaucoup plus en terre, sur l'éolien terrestre, et avec un développement de photovoltaïque, on va dire, raisonnable, quand le scénario négawatt, par exemple, va miser beaucoup plus sur le photovoltaïque proportionnellement, avec une répartition à 50-50 ou pas loin entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le scénario RTE, qui, on l'a vu dans les consommations, montre un objectif de consommation relativement élevé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de secret. Il faut développer au maximum toutes les énergies, que ce soit l'éolien terrestre, en mer ou le photovoltaïque, de manière importante. Donc, si on fait juste un petit zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté par rapport à ces scénarios, alors c'est pas forcément évident de régionaliser ces différents scénarios, tout d'abord parce que dans les scénarios, il n'y a pas forcément de régionalisation, hormis sur le scénario ADEME 2015. J'ai repris aussi le scénario vers une région énergie positive du Conseil régional de 2019, qui reprend des éléments du scénario négawatt, mais qui les régionalise quand même. Et puis le but n'est pas que chaque région devienne autonome ou autarcique, et au contraire, le but est vraiment d'avoir des échanges entre régions, et que chaque région, par contre, profite au plus de ses ressources. Donc, dans ce cadre-là, au niveau régional, la Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve cette stabilité au niveau de la production hydraulique, où quelques nouvelles centrales viennent compenser une diminution de la production du fait d'une ressource en eau plus limitée à certaines périodes de l'année. Au niveau du développement de l'éolien, on multiplie entre 3 et 5 fois le nombre de mâts actuels. Sur le solaire photovoltaïque, il multiplie entre 10 et 30, une augmentation beaucoup plus importante sur le solaire, et une augmentation également sur la biomasse et le biogaz, même si dans le mix global, ça reste assez faible. Donc, sur ces évolutions, on va dire, on va pas s'attarder dessus. Une personne qui serait opposée à l'éolien déjà aujourd'hui, quand il voit qu'il faut en mettre 3 ou 4 fois plus, forcément, il va dire que c'est pas possible. On voit pour autant que ces chiffres-là, autant sur l'éolien que sur le solaire, sont des choses qui sont réalisables. À voir comment, à voir la répartition qu'il faudra mettre, qu'il faudra prendre en compte, mais ce ne sont pas des chiffres qui sont irréalistes, y compris sur le solaire, même si l'augmentation est importante. On a un potentiel, notamment sur le solaire au sol, y compris des sols non agricoles, qui est relativement important, et puis des toitures, évidemment. Donc c'est possible. Par contre, on voit qu'il y a vraiment un changement d'échelle, par contre, à aller chercher, notamment pour le solaire. Donc, pour conclure sur cette partie un peu assez chiffrée des consommations et des productions, rapidement, on voit bien que les consommations de demain, finalement, vont conditionner la faisabilité et la soutenabilité d'un modèle renouvelable. Si on a des consommations qui augmentent, très clairement, la mise en place d'un scénario 100% renouvelable va être extrêmement difficile à mettre en place, et extrêmement difficile en tout cas à faire accepter par la population. Quelques variables d'ajustement, entre guillemets, le chauffage électrique, l'électrification de l'industrie et le développement de l'électromobilité sont vraiment des enjeux où on peut pousser un peu à l'extrême, où on peut être relativement maîtriser ses consommations. La sobriété des usages reste évidemment l'élément essentiel à tout ça. Les productions éoliennes et photovoltaïques seront largement majoritaires dans tous les scénarios qu'on a vus. Et le développement de l'éolien en mer, alors même si évidemment ça ne concerne pas la région, est quand même un facteur de développement important, très peu utilisé en France pour l'instant, et dont le niveau vraiment à l'avenir reste à déterminer. Donc après cette partie vraiment sur les consommations, les productions, une question qui se pose souvent, c'est comment on va équilibrer un système renouvelable qui sera basé principalement, on l'a vu, sur des énergies intermittentes. Donc j'ai repris pas mal d'études pour ça, donc les études ADEME déjà citées, et pas mal d'autres études, et il y en a certainement beaucoup d'autres. La première chose à bien voir, c'est que le système électrique français aujourd'hui a déjà une très bonne flexibilité de par son histoire. On a des capacités de flexibilité, quelques capacités de stockage, qui fait que même si on implante des énergies électriques renouvelables aujourd'hui en France, ça ne pose pas de contraintes particulières au réseau, ça n'implique pas d'investissement important, pas de création de centrales thermiques évidemment, pour absorber cette production. Donc ça, c'est le gestionnaire de réseau, repris par les différentes études qui le disent. Donc je dirais que le discours qu'on entend souvent de dire on va mettre des parcs éoliens, des éoliennes, mais on sera obligé de mettre des centrales thermiques à côté. En France en tout cas, c'est pas le cas.
Le contexte européen et des autres pays européens peut être différent parce que les autres pays n'ont pas forcément notre capacité, notre flexibilité au niveau du réseau et des productions, notamment hydrauliques. Donc, il est fort possible que même aujourd'hui, il y ait une réflexion qui soit faite par ces pays-là en disant on va développer les énergies renouvelables, il va falloir gérer cette intermittence. Comment on fait si on n'a pas le réseau actuellement fait pour et le temps de le développer? On peut mettre des centrales à gaz, par exemple, pour gérer cette intermittence. Donc c'est souvent décrié, il faut bien avoir une vision un peu plus globale des choses plutôt que regarder vers la petite lorgnette. L'enjeu est surtout de diminuer la production issue de pétrole et de charbon au niveau électrique et évidemment de gaz si on peut. Donc si les énergies renouvelables qu'on va développer assez fortement permettent une forte diminution de ces, voire un arrêt des centrales à charbon notamment, et qu'il faut mettre quelques centrales thermiques à gaz nouvelles avec de bonnes performances pour gérer cette intermittence, le bilan de gaz à effet de serre est quand même positif et peut même être ultra positif pour l'instant. Faut voir ensuite que cela doit être transitoire, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une période nouvelle où les stockages, certaines technologies qu'on va voir après sont en train de se développer. Donc, il n'est pas satisfaisant en soi de développer des centrales thermiques, même si on les utilise moins que les centrales thermiques actuelles et qu'elles polluent beaucoup moins. À l'avenir, il faut évidemment voir leur arrêt total, mais cela demande du temps, des investissements dans de nouvelles technologies. Et donc, en attendant, gérer au mieux cette intermittence et ce temps transitoire peut passer par ces centrales-là. On a un peu le même souci en France, pas avec les centrales thermiques, mais avec nos centrales nucléaires actuelles, où comment on gère finalement, même si on imagine un système renouvelable en 2050, comment on gère d'ici 2050, le choix se porte à continuer la durée de vie, à maintenir la durée de vie de nos centrales nucléaires actuelles, même si elles commencent à être anciennes. Ce sont des choix à moindre mal, peut-être, en se disant plutôt remettre des centrales thermiques, autant maintenir nos productions actuelles, même si elles sont un peu anciennes. Donc, pour en venir au modèle français, d'ici 2035, avec le développement des ENR, on n'a pas de souci avec notre réseau. Par contre, pour la suite, et quand on aura un taux de pénétration qui sera majoritaire des renouvelables, là, il faudra se poser des questions. Évidemment, si on se les pose en 2035, ça sera trop tard. Il faut se les poser dès maintenant. Donc, comment on va répondre à ça? C'est en réfléchissant le système électrique différemment de ce qu'on fait ou ce qu'on a fait historiquement, où on était plutôt sur une production électrique de masse avec une consommation du coup de masse pour équilibrer ce système. On va vraiment passer avec un modèle beaucoup plus intégré. Donc, comment ce modèle électrique intégré va fonctionner? Différents points essentiels. Le premier, c'est la maîtrise des données. Pour gérer ce réseau-là, il va falloir connaître nos consommations de manière précise. Et ça, il y a des outils à RTE extrêmement précis et il n'y a pas trop de soucis pour prédire les consommations électriques, même s'il faudra les adapter aux consommations de demain. Il faudra connaître la production des énergies renouvelables intermittentes, solaires et éoliens. Donc là, il y a également des outils météorologiques assez performants qui existent. Par contre, il va falloir encore les renforcer parce que ces connaissances de production vont être extrêmement importantes. Ensuite, la flexibilité du système. C'est ça vraiment le plus important, le cœur du système pour faire fonctionner un modèle avec des énergies intermittentes. Faut bien imaginer que l'enjeu n'est pas de se dire une nuit sans vent, comment nous allons pouvoir avoir de l'électricité si on mise tout sur le photovoltaïque et l'éolien, parce qu'on n'aura pas de solaire et puis on n'aura pas de vent. L'enjeu dans ce système-là, il n'est pas là. L'enjeu, il est bien de comprendre que quand on aura la possibilité de produire, on va produire, on va consommer aussi en face et on va stocker. Et quand on n'aura plus de ressources, on va diminuer nos consommations parce qu'on on en aura consommé pendant qu'on avait de l'électricité un peu plus et on va utiliser nos ressources qu'on aura stocké. Donc, le pilotage à la demande et l'effacement, qui sont déjà bien connus en France, font partie de ça, c'est-à-dire quand on a moins de soleil, quand on a moins de vent, on peut déjà diminuer nos consommations de manière relativement importante, notamment avec les industriels, de sorte à faire passer finalement ces périodes-là où on a moins de ressources. Ce pilotage de la demande devrait être vraiment généralisé, donc les industriels encore, les entreprises et même le résidentiel à travers le ballon d'eau chaude par exemple, ou les recharges de véhicules électriques qui ont en plus l'intérêt de pouvoir fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire consommer l'électricité quand on a de l'électricité et éventuellement de pouvoir en renvoyer dans le réseau quand le réseau en demandera. Ensuite, on a les productions énerpilotables.
Et ça, on a la chance en France d'avoir quand même pas mal de ces installations-là, notamment les stations hydrauliques, c'est-à-dire et la cogénération, c'est-à-dire des stations où on peut très bien dire quand on a la production éolienne, quand on a de la production solaire, on réduit la production hydraulique et de cogénération, et quand on anticipe qu'il y en aura moins de soleil, moins de vent, et ben on remet en route ou en marche forcée, je dirais, ces installations-là. Et là, on a vraiment une pilotabilité, je dirais, de la production relativement importante. Ensuite, le stockage d'énergie, j'y reviendrai derrière, et la complémentarité entre réseaux qu'il faut aussi imaginer. Pour l'instant, on a des réseaux très cloisonnés, les échanges entre réseaux seront importants. Donc sur le stockage de l'énergie électrique, on en parle beaucoup. Hein. Certains disent, bah voilà, on va stocker, et puis ça suffira. Diront que le stockage ne suffira pas. Déjà, il faut bien avoir en termes de quel stockage on parle. 3 types de stockage pour l'électricité. Le stockage court terme à l'échelle d'une journée, donc c'est principalement des batteries, hein, donc ça se fait très bien à petite échelle, et ça commence à se faire également à grande échelle. Donc c'est un modèle assez classique, hein, une nuit sans vent. Si pendant la journée on a eu beaucoup de soleil, on va pouvoir recharger ces stockages-là pour les décharger le soir venu. Donc à noter qu'on a une expérimentation qui est menée par RTE au niveau national avec un site pilote en Côte d'Or. Ensuite, le stockage infra-hebdomadaire à l'échelle de quelques jours, où là, c'est des stations hydrauliques avec des transferts d'énergie par pompage, les STEP, comme on les appelle, où quand on a des surplus d'électricité, on va faire remonter de l'eau dans des réservoirs, et quand on aura besoin d'électricité, on va lâcher l'eau pour turbiner et produire de l'électricité. Donc, on a la chance d'avoir 6 sites en France, de taille relativement importante. Et donc là, on a une réserve de production extrêmement intéressante pour gérer le réseau. Enfin, le stockage intersaisonnier par les filières Power to Gas. Donc ça, c'est vraiment le stockage le plus innovant, le plus nouveau par rapport au stockage d'énergie, mais qui permet de stocker sur une année de l'énergie. Donc, un petit point rapide pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris l'installation un peu pilote qui existe à Fos-sur-Mer. On va produire de l'électricité en surplus au niveau éolien et solaire. On va profiter de cette électricité pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Cet hydrogène, on peut l'envoyer directement dans le réseau de gaz, mais en petite quantité. Donc, quand on aura en grande quantité, on va plutôt coupler cet hydrogène à du CO2 pour faire du méthane de synthèse, que là, on pourra envoyer en très grande quantité dans le réseau de gaz de transport. Donc, c'est ça qu'on appelle le power to gas. On parle du power de l'électricité pour faire du gaz et de la méthanation quand on le transforme en gaz de synthèse. Et ensuite, le réseau de transport et les stockages souterrains de gaz existants vont stocker, entre guillemets, ce gaz et cette énergie. Et quand on aura besoin d'électricité, on va pouvoir faire appel aux centrales gaz pour reproduire de l'électricité, donc du gas to power. Donc à noter qu'en plus de l'installation déjà en expérimentation Fos-sur-Mer, on a un projet en cours de développement dans la région, dans l'Yonne. Donc voilà ce que ça donne si on reprend le scénario ADEME sur l'année, c'est-à-dire que chaque mois de l'année, les petites barres rouges, c'est on produit du gaz de synthèse qu'on envoie dans le réseau quand on a des surplus électriques. Et certains mois, certaines périodes de l'année, on utilise ce gaz pour faire de l'électricité, donc principalement évidemment en hiver. Donc voilà, sur cette partie réseau, où on pourrait en dire beaucoup plus, il faudrait aller beaucoup plus loin, mais voilà, je m'arrête là pour faire la dernière partie, qui est une partie extrêmement importante et intéressante, même si on va la passer assez vite, sur les vigilances et les problématiques environnementales et sociales de ces scénarios 100% renouvelables. Donc les vigilances pour commencer, donc j'en ai mis quelques-unes, il y en a certainement d'autres. Le but est vraiment dans ces types de scénarios, de perspectives, c'est de ne surtout pas essayer de cacher ou de masquer certaines vigilances qu'il faut avoir, mais au contraire bien les dire et bien les étudier. Donc très rapidement, l'aléa d'erreur de prévision sur les renouvelables devient extrêmement important, j'en ai parlé, mais quand on a 10% d'énergie, d'électricité intermittente dans le réseau, c'est pas très, si on se trompe d'1 ou 2%, c'est pas très grave. Par contre, quand on vient à 60-70%, là, la moindre erreur peut avoir de grandes conséquences. Donc, il faut vraiment tenir compte de cet aléa-là dans les scénarios et pour l'avenir. L'évolution du climat, évidemment, et l'impact sur le système, alors le système actuel, le système futur. Un point un peu plus technique sur la réduction d'inertie par rapport à la stabilité du réseau électrique.
au niveau de la fréquence notamment, hein, qui pose pas de souci aujourd'hui avec les productions traditionnelles, mais voilà, qui pourra poser question à l'avenir, même si la dernière étude d'RTE montre que les solutions techniques existent, hein, pour stabiliser le réseau. Un point important, plus d'organisation. L'organisation du système, la responsabilité, le rôle des différentes structures, parce qu'on va avoir un système extrêmement dispersé, hein, avec des produits, beaucoup de producteurs, des consommateurs, des gestions de la consommation différentes, du stockage. Voilà, comment bien organiser tout ça. Un dernier point, la sécurisation des données. Donc, c'est un élément alors déjà essentiel aujourd'hui. Hein, un hacker qui voudrait aller embêter une centrale nucléaire, ça serait problématique, mais à l'avenir, beaucoup de données vont transiter sur ce schéma-là. Donc, la sécurité informatique sera essentielle. Un autre point, évidemment, tout aussi essentiel, c'est les problématiques environnementales que peuvent poser éventuellement ces scénarios. L'utilisation des matières premières et la préservation des ressources, hein, la prise en compte de la biodiversité, des paysages, la gestion de fin de vie et des déchets. Ça, c'est des vrais enjeux qu'il faut regarder de près. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, hein, au niveau du recyclage, au niveau des analyses de cycle de vie, des choses comme ça, mais il faut vraiment approfondir ces cas-là. Pour autant, attention aux raccourcis qui sont faits souvent, hein, sur ces enjeux, et bien avoir en tête des enjeux plus globaux. Si on prend l'utilisation des matières premières, par exemple, hein, on incrimine souvent les énergies renouvelables d'utiliser beaucoup de terres rares ou de métaux rares. Voilà, faut savoir très peu d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques utilisent ces matériaux rares. Voilà, quelques technologies un peu spécifiques de panneaux photovoltaïques et les éoliennes en mer peuvent en utiliser, mais ça reste minoritaire pour l'instant. Par contre, voilà, on peut se poser la question sur le cuivre, sur l'argent, sur le sable éventuellement aussi, mais à remettre dans un contexte plus global, en se disant, voilà, la transition énergétique, certes, utilise ces matériaux, mais d'autres secteurs en utilisent tout autant, voire beaucoup plus. Donc, il faut vraiment avoir une vue globale des choses. On rejoint nos aspects de sobriété, où finalement, une sobriété des modes de consommation dans leur globalité nous permettront finalement d'avoir un impact relativement limité sur ces ressources-là. Je vous invite à aller voir une fiche technique faite par l'ADEME là-dessus, et puis le scénario Négawatt qui approfondit aussi ces éléments-là de manière très intéressante. Les enjeux d'appropriation, ça c'est vraiment un enjeu essentiel par rapport à ce système renouvelable, l'appropriation, la compréhension et la participation de toute la société. Essentiel déjà parce qu'elle va un peu à contre-courant du modèle un peu historique, hein, où le modèle électrique était très centralisé, toujours un peu secret. Là, il faut vraiment libérer ce système-là pour qu'il soit vraiment compréhensible par tout le monde et que tout le monde puisse y participer. Remettre les territoires au cœur de ce système aussi, hein, pas exclure ou ne pas laisser à quelques territoires finalement peut-être une plus-value, mais que chaque territoire retrouve une plus-value. Laisser la place des acteurs du territoire dans la gouvernance et dans le financement des projets également, pour une plus grande participation. Un point important, c'est le numérique. Le numérique peut être un atout dans cette transition. Par contre, sans accompagnement humain, finalement, il ne servira pas à grand-chose, voire il peut être contre-productif. Donc, il faut vraiment avoir un accompagnement humain, et le numérique viendra aider derrière et pas l'inverse. Et il a besoin de communication, évidemment, et de partage autour de ce scénario. Dernière diapo sur l'optimisation économique. Donc là, pareil, je ne vais pas m'étendre, hein, j'ai repris les principaux résultats des études ADEME pour regarder un peu d'un point de vue économique, finalement, ce que donneraient des systèmes principalement renouvelables. Ces scénarios montrent que d'ici 2050, finalement, une part d'énergie renouvelable de 85% dans le système électrique permettrait d'avoir la meilleure optimisation économique du système électrique français. L'étude montre aussi que le filière nucléaire de nouvelle génération ne sera pas compétitive à l'avenir, hein, et donc là on n'est pas, contrairement à ce qu'on entend, uniquement sur la production, comparer les coûts de production, et puis on ne tiendrait pas compte de l'évolution du réseau nécessaire pour absorber les énergies renouvelables. C'est bien un coût d'ensemble, hein, énergie renouvelable, la production, l'adaptation du transport, tout ça est bien pris en compte, et donc pour avoir un prix compétitif, d'ici 2050, la mix renouvelable permettrait d'avoir un prix d'électricité plus compétitif. Un dernier point sur l'impact sur la croissance et l'emploi, qui montre aussi un impact positif d'un mix fortement renouvelable par rapport à une solution de référence constante par rapport à aujourd'hui. Donc, encore une fois, le scénario Négawatt donne beaucoup d'éléments là-dessus, donc ne pas hésiter à aller voir. Donc,
au-delà de ces chiffres qui se reposent sur des hypothèses, donc on a bien compris qu'on pourra en discuter, on pourrait en débattre clairement pour savoir si les marges d'erreur et tout ça. Je pense qu'il y a quand même une acceptation maintenant qu'un mix renouvelable, fortement renouvelable à l'avenir, même d'un point de vue économique, d'un point de vue emploi, d'un point de vue social, est quand même le plus opportun. Alors, est-ce qu'on sera à 100%, est-ce qu'on sera à 80%? Voilà, ça, est-ce qu'on aura toujours une base de nucléaire? Là, oui, on peut en discuter, et là, c'est en fonction de l'évolution des technologies, des consommations et tout ça qu'on pourra juger. Mais quand même, ce constat-là est quand même difficilement discutable. Donc pour finir, en termes de conclusion sur les enjeux de systèmes électriques principalement renouvelables, on voit qu'il y a un lien direct et essentiel avec le niveau de consommation d'énergie. C'est une forte consommation d'énergie. On aura beaucoup de mal à l'assouvir avec que du renouvelable. Et une vision globale à avoir sur la rénovation du bâti, sur la mobilité, tout ça va rentrer en jeu. La sobriété énergétique, évidemment, est essentielle, et c'est ce qui permettra de gagner ce que je mets à tous les niveaux, c'est-à-dire en acceptation de développer des productions décentralisées sur l'impact sur les ressources, sur le coût. Impliquer pleinement les territoires et les citoyens dans cette démarche-là, c'est une grande chance qu'on peut avoir en allant vers ce système-là, de vraiment se réapproprier le système électrique et réapproprier sa plus-value. Et pour finir, c'est des choix alors pour demain, mais qui sont à faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un parc nucléaire vieillissant, on a un réseau qui doit s'adapter à demain, qu'il soit renouvelable ou pas, et donc les choix qui devront être faits pour l'avenir doivent être décidés aujourd'hui, d'où l'importance de ce sujet et de discuter des différents scénarios possibles, ce qui était le but de ce webinaire. Voilà, donc on a quelques minutes pour avoir quelques questions, si des fois il y en a. Alors, merci Bertrand pour cette présentation complète. Quelques questions, pas beaucoup pour le moment. L'étude RTE montre que rien n'est prouvé, mais que les idées existent. N'est-ce pas le sens de votre citation? L'étude RTE, alors il faudrait la reprendre dans le détail et puis regarder point par point, montre surtout que les technologies existent, mais à une échelle expérimentale pour les plus innovantes, et qu'il est nécessaire de les tester à grande échelle et de mieux évaluer l'impact économique de ces solutions-là qui, forcément, étant donné qu'aujourd'hui elles sont à petite échelle, à échelle expérimentale, il est extrêmement difficile d'estimer le coût final. Donc, dans les différents scénarios, il y a quand même une estimation qui est faite. En général, des marges de manœuvre assez importantes sont prises pour pas réduire le futur coût de ces solutions. Mais ce qui est important, et alors déjà la démarche de RTE est extrêmement intéressante, l'ADEME a commencé à travailler là-dessus il y a une dizaine d'années, que le gestionnaire de réseau s'empare de ce sujet est primordial. Ça montre surtout que les techniques existent et comment on les met maintenant en place à grande échelle dans un contexte où finalement on n'a pas de souci aujourd'hui. C'est aussi là la difficulté, c'est que RTE n'a aucun besoin finalement de mettre des batteries, de mettre du power to gas pour gérer son réseau actuellement. Par contre, il faut qu'il l'anticipe si à une échelle, comme on l'a vu, 2030, 2035, 2040, on a beaucoup d'ENR derrière. À ce moment-là, ça ne sera pas le moment de se dire, tiens, comment on fait? C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Par contre, on sait très bien que, étant donné qu'on n'a pas de souci, si on met des solutions coûteuses aujourd'hui à grande échelle, économiquement, aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Donc, il faut prévoir ça. Mais ça vient petit à petit, et c'est là où ce qui est intéressant, c'est de voir que sur des technologies, par exemple, de stockage, batterie, on l'a vu, il y a des expérimentations à grande échelle qui sont faites actuellement. C'était expérimental il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on teste à grande échelle et on voit que ça marche à grande échelle. Sous le power to gas, c'est pareil. La station à Fos-sur-Mer est assez exemplaire là-dessus, puisque c'est vraiment une station à grande échelle, expérimentale, parce qu'on utilise, vous avez peut-être vu, il y a 2 types d'électrolyseurs qui sont testés pour voir les coûts, les contraintes de chaque cas. Donc voilà. Donc l'étude d'RTE montre que les solutions existent. Par contre, elle interroge, et c'est bien son but, comment les mettre leur pertinence à grande échelle et à quel coût. Alors, merci. On enchaîne avec une autre question, puisque ça arrive assez rapidement. Les écarts de consommation entre le scénario RTE et les autres ne résident-ils pas également dans l'augmentation à venir du nombre de véhicules électriques? Je doute que Négawatt le prévoyait. C'est une bonne question. C'est pas seulement ça.
le développement des véhicules électriques, même de manière importante, va évidemment jouer sur les consommations, mais la différence ne vient pas que de là. On a l'industrie qui pèse aussi beaucoup dans les scénarios RTE, avec une maintien, voire une augmentation de l'activité industrielle et une électrification assez forte. Et le scénario RTE mise aussi beaucoup sur le chauffage électrique, même par pompe à chaleur, qui augmente également ces consommations-là. Donc le scénario négawatt, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend en compte évidemment tout ça aussi. Par contre, typiquement sur la mobilité, le scénario négawatt réserve l'électromobilité plutôt pour les déplacements urbains qui seront par rapport à la qualité de l'air des villes, par contre qui seront dans un esprit de sobriété comme le veut le scénario négawatt, donc réservé à de l'urbain, mais qui se déplacera principalement en transport en commun. Donc voilà, donc il y a une partie résiduelle entre guillemets qui est fait par l'électromobilité. Le scénario négawatt prend en compte pas mal d'hydrogène et va prendre en compte par contre beaucoup de déplacements au biométhane, au gaz, notamment pour les déplacements plus longue distance ou les déplacements plutôt en milieu rural où l'électricité n'a pas, peut répondre dans certains cas, mais pas toujours. Donc la différence entre ces deux scénarios, je vous invite à regarder un peu plus dans le détail, dans les synthèses qui sont faites de ces scénarios, c'est vraiment différentes choses qui expliquent cette différence, et avec dans le scénario RTE une tendance à électrifier un peu au maximum, pas en se disant c'est le choix d'avenir qui doit être fait, plutôt pour se dire si on électrifie au maximum, comment peut répondre le système, comment on peut répondre un système 100% renouvelable ou 80% ou 50% renouvelable. Alors, la question suivante. Le coût de l'énergie est un élément essentiel de compétitivité industrielle. La BFC est un territoire d'industrie. La Chine, l'Inde et le Brésil misent sur l'électricité décarbonée issue du nucléaire. Quelles sont les pistes pour diminuer le prix de revient du photovoltaïque, de l'éolien et plus généralement du renouvelable sur notre territoire ? C'est une bonne question parce que on voit déjà une tendance très clairement de diminution du coût des énergies photovoltaïques et éoliennes. On leur reproche souvent de coûter cher en argent public, en soutien public, même si alors il y a un soutien public actuellement pour leur développement, mais qui devrait s'arrêter dans les prochaines années, étant donné que leurs coûts baissent et que le coût de l'électricité de manière globale augmente, et c'est sans compter le coût de l'argent public qui a été mis pour le démarrage des productions actuelles. Donc toutes les études montrent quand même que les productions éoliennes et renouvelables seront les plus intéressantes économiquement, y compris pour l'industrie, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on mise quand même sur ces coûts-là. Alors je connais pas forcément les modèles géopolitiques chinois et indiens, même si la Chine est quand même l'un des premiers pays en termes de production renouvelable également. Donc voilà, donc je m'avancerai pas pour dire quel coût là-bas sera la plus compétitive, mais par contre chez nous, ça reste assez clair qu'à l'avenir, avoir un mix fortement renouvelable serait la meilleure des choses pour diminuer le coût de l'électricité pour tout le monde. Je prends alors le cas de l'Allemagne est assez intéressant parce qu'ils ont un coût de l'électricité relativement élevé, même si les industriels des fois bénéficient d'un prix un peu plus attractif. Pour autant, il me semble que c'est pas loin d'un quart des industriels, un quart de l'électricité qui est consommée par les industriels qui est autoconsommée avec du photovoltaïque actuellement. C'est-à-dire que même avec un coût de l'électricité du coup acheté plus important, le fait qu'il y ait une production photovoltaïque qui va s'amortir va réduire drastiquement quand même la facture. Donc il faut vraiment voir ça avec un enjeu global, y compris en termes de coûts, mais qui est une question extrêmement importante évidemment à voir. Alors, une autre question. Vos conclusions sur le coût en euros et en CO2 du kilowattheure de NR par rapport au nucléaire, dont nouvelle génération, sont très éloignées de ce que peut démontrer Monsieur Jean-Marc Jancovici. Quels sont les arguments que vous avez à lui opposer ? Alors moi, j'ai aucun argument à lui opposer, puis je me permettrai certainement pas.
Moi, j'attire juste l'attention de plutôt que regarder uniquement les contraintes et pointer du doigt certains éléments. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce webinaire, d'avoir une vision un peu plus globale des choses. Moi, le but est d'essayer d'aller vers le meilleur scénario, les meilleures perspectives possibles, et de pas forcément marque-bouter sur un scénario ou dire je ne veux absolument pas ci, pas ça. Donc, il faudrait reprendre point par point les scénarios et les éléments que M. Jancovici peut montrer, souvent issus de données d'associations, souvent le climat, donc, dont on peut douter déjà un peu de la neutralité. Après, voilà, il faudrait regarder beaucoup plus précisément. Moi, on s'est appuyé quand même sur des études d'organismes quand même assez réputés, relativement neutres. Donc voilà. Donc regardons de plus proche. Voilà, il parle beaucoup évidemment de quand il n'y a pas de vent en France, il n'y en a pas ailleurs en Europe, donc on remet toutes les centrales au charbon et à gaz en action, et donc le CO2 augmente quand on pense bilan global. J'en ai parlé, il faut voir ça de manière beaucoup plus globale. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne a 40% de son électricité issue du renouvelable aujourd'hui, principalement intermittente. Pour autant, elle a diminué par 2 ses émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique, donc en augmentant pour autant de manière assez forte les énergies renouvelables électriques, tout simplement parce que le bilan global fait qu'ils ferment les centrales à charbon les plus anciennes, ils diminuent leur production électrique à partir de charbon. Alors certes, ils peuvent remettre des centrales, ils en ont remis une toute neuve en route il n'y a pas très longtemps, qui a fait un peu polémique, donc on peut se poser des questions, mais entre fermer 3 anciennes centrales qui polluent beaucoup et en rouvrir une voilà, très neuve qui pollue moins, c'est pas satisfaisant, mais encore une fois, le bilan global est quand même positif. Donc voilà, par rapport à ces éléments-là, il faudrait les reprendre point par point et avoir une vision vraiment d'ensemble, globale, et à une échelle de temps assez longue pour voir, voilà, est-ce que les coûts, les émissions qu'on prend, c'est du transitif pour aller vers vraiment un scénario plus intéressant. Est-ce qu'on prend bien tout en compte par rapport à ça? La question suivante est assez longue, donc peut-être que Bertrand y répondra par écrit à la suite du webinaire, puisqu'elle concerne la méthanisation, donc un sujet qu'il connaît bien aussi. Donc, comme il ne reste que 3 minutes, je vais passer aux 2 questions suivantes. A-t-on une idée de la courbe potentielle d'évolution des prix et de l'électricité en France à 5-10 ans, x2, stable, x3, plusieurs propositions donc. Non, je pense que c'est admis qu'il n'y aura pas de diminution du coût de l'électricité. Ça, je pense on peut en être sûr, qu'il y aura une augmentation. Je pense qu'on peut en être sûr aussi. Ensuite, de combien non, on peut absolument pas le savoir. Et puis, ça reste relativement fictif en France, puisque avec les tarifs réguliers, même s'ils sont amenés à disparaître, finalement, le coût réel de l'électricité, c'est pas le coût auquel on le paye, en tout cas consommateur en France. Une partie va être pris en charge par l'État, par EDF, d'où un endettement qui devient colossal d'EDF, voilà, qui sera à prendre en compte par l'État au final, et on le sait bien. Donc, je dirais qu'il y a en effet une augmentation qui doit se faire du prix de l'électricité. Nos voisins ont des prix d'électricité beaucoup plus élevés, mais qui reflètent beaucoup plus la réalité, leur réalité, mais également la nôtre, même si nous, grâce au nucléaire, on n'a pas réduit notre coût de l'électricité, on l'a juste mis dans le budget de l'État, et l'État a investi à un moment donné, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un coût de l'électricité abordable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir faire de gros travaux, que ce soit dans les centrales nucléaires existantes, dans les potentielles futures centrales nucléaires, ou dans le développement du renouvelable. Donc, on aura un coût qui sera forcément plus élevé. Par contre, à combien, voilà, ça reste difficile à estimer. Une dernière question, et donc Bertrand répondra aux autres questions par écrit, et puis vous donnera la possibilité aussi d'en poser d'autres via un questionnaire qui vous sera envoyé suite au webinaire. Donc la dernière question, pouvez-vous nous donner quelques éléments chiffrés ou quelques chiffres sur les pertes liées au transport d'électricité? Oui, de mémoire, en France, il est évalué à 9%, me semble-t-il, de la production.
voilà, c'est des données alors qu'on retrouve. Moi, j'en ai trouvé. Alors, en fonction du périmètre qu'on prend, hein, on peut avoir différents chiffres, mais voilà, il me semble que c'est la fourchette d'idées, donc de pertes liées au transport de l'électricité dans les réseaux, qui à l'avenir devrait se stabiliser. Hein, on n'aura pas forcément moins de pertes dans les réseaux grâce aux renouvelables, parce que alors c'est vrai qu'on va les produire au plus proche des territoires, mais on a vu qu'il y aura beaucoup de transferts quand même d'électricité d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Donc voilà, c'est pas forcément là où on va pouvoir gagner avec le système renouvelable. Merci. Un petit mot de conclusion, Bertrand ou Jean-Luc? Non, moi de mon côté, comme l'a dit Elise, hein, on va vous envoyer un questionnaire. Le but, c'est vraiment d'essayer d'être transparent. On va essayer aussi de mettre sur le site les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu prendre, hein, pour pas répondre uniquement à la personne qui a posé la question. Donc, on essaiera de faire un petit dossier comme ça pour un maximum d'éléments. Et puis surtout, ne pas hésiter, hein, à enrichir le débat. On va essayer, nous, de continuer, hein, au niveau de l'ADEME à discuter et puis surtout à faire des choses concrètes. Hein. On n'en a pas parlé aux gens on a parlé rapidement au démarrage, mais il y a beaucoup de choses concrètes qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc, le but, c'est vraiment de s'appuyer sur ces perspectives-là pour orienter nos actions, mais des actions concrètes à faire dès maintenant. Oui, et puis juste déjà pour remercier encore une fois Bertrand pour sa présentation, remercier les gens qui ont écouté, qui sont restés et qui ont posé des questions effectivement souvent extrêmement techniques, mais extrêmement intéressantes. Et puis, vous donnez rendez-vous le jeudi 29 avril, hein, puisque nous aurons notre 4e décryptage qui s'appellera un coup de pouce du plan de relance pour accompagner les TPE-PME dans la transition écologique. Et pour vous dire que nous aurons sûrement notre président de l'ADEME qui assistera à ce décryptage. Donc, je vous donne rendez-vous à tous le jeudi 29 avril.